Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct pour ce rendez-vous des entreprises et des porteurs de projets innovants des Hauts-de-France. Je m'appelle Dorothée Christie, je suis journaliste et je suis ravie de vous accompagner dans ce format hybride, à la fois en présentiel depuis le Quai de l'Innovation à Amiens, mais aussi en digital pour tous ceux qui nous font le plaisir de nous suivre en direct, live sur la plateforme Livestorm. C'est la 5e édition des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation qui, chaque année, se réinventent pour vous proposer un format novateur, interactif et sur des thématiques variées autour de vos problématiques, que ce soit sur la santé, le tourisme d'avenir ou encore l'industrie du futur. Aujourd'hui, nous célébrons le lancement de la plateforme Réseau de France Business, la nouvelle communauté régionale de développement business. Nous sommes ensemble pour 1h30, durant laquelle de nombreux dirigeants, grandes écoles, acteurs industriels et décideurs de la région Hauts-de-France vont nous expliquer leurs problématiques et leurs attentes vis-à-vis de ce nouvel outil mis à la disposition de tous. Notre rendez-vous sera divisé en 2 grands temps forts autour des objectifs de la plateforme, échanger, collaborer et favoriser de nouvelles opportunités. Ce sera notre premier focus. Puis, nous nous pencherons sur la capacité de la plateforme à favoriser le matching entre offreurs et demandeurs de solutions. Cet événement étant totalement interactif, je le disais, vous serez invités régulièrement à participer, à poser des questions à nos intervenants sur le live chat ou encore à répondre à des sondages, des quiz. Ça va se passer sur notre outil d'interactivité Bicast. Il vous suffit de flasher le code qui s'affiche à l'écran et vous pourrez ainsi échanger, donc vraiment profiter de ce temps d'échange et vous pouvez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag InnovHDF. Enfin, dernier point, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas masquée, mais sachez que toutes les mesures de distanciation physique seront évidemment respectées et les micros désinfectés entre chaque intervenant. Pour démarrer, je vais appeler tout de suite notre premier invité qui nous accueille aujourd'hui dans le cadre des RRI. Il s'agit d'Arnaud Riquier. Bonjour Arnaud Riquier, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint attractivité du territoire d'Amiens Métropole et c'est donc grâce à vous que nous sommes réunis ici au Quai de l'Innovation à Amiens. Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Alors, grâce à moi, c'est un bien grand mot, on va dire, grâce à un collectif. Alors, je vais déjà remercier les instigateurs de cette manifestation qui est importante pour l'innovation Hauts-de-France, à la fois donc les équipes de la région Hauts-de-France et les équipes d'HDFID. Alors, concernant, je dirais, l'étape amiénoise, je vais remercier aussi, parce que sinon, ils vont me le dire. Hein. Également mes équipes, donc je remercie à la fois Virginie de la Fosse, à la fois Hugues Fournet et Émilie Gigot, Amiens Cluster et la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens. Enfin, bien évidemment, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons, en tout cas aujourd'hui, pour l'ensemble de ces séquences amiénoises concernant les RRI Hauts-de-France. C'est un sujet important et c'est vrai que cette séquence a un goût tout particulier pour moi, en tout cas, concernant ce réseau Hauts-de-France Business. Et oui, car vous avez une double casquette, si je puis dire, parce que vous étiez précédemment à la tête de l'innovation et de la performance industrielle de la région des Hauts-de-France. Et de ce fait, vous avez initié ce projet avec Arnaud Macret. Donc, avec ça doit Antoine. Vous faire avec Antoine Macret, oui. Aussi. Antoine Macret, pardon. Ça doit vous faire quelque chose de le voir prendre vie aujourd'hui. Alors, on a été plusieurs bonnes fées autour du berceau. Je vais quand même revenir sur quelques éléments de contexte. Alors effectivement, on repart quelques mois en arrière. Mars 2020, bon, ça parle à tout le monde, bien évidemment. Confinement, stupéfaction, interrogation, et très vite, en tout cas s'agissant des équipes région, HDFID et plein d'autres partenaires, hein, je vais forcément les oublier, l'État, les consulaires, etc., on a dû se mettre en mode, on dira, action-réaction, visant notamment à accompagner nos entreprises et nos salariés, en fait, les salariés des entreprises des Hauts-de-France. Et pour ce faire, on s'est tous réunis autour d'un numéro unique avec un triptyque qui était un triptyque, on va dire, d'écoute, d'information et de réorientation. C'était le premier sujet.
mais il a fallu très vite nous projeter, en fait. On sentait que, voilà, bien évidemment, c'était les urgences du moment, et il a très vite fallu nous projeter, et pour ce faire, je rappelle qu'on était dans des temps où on entendait beaucoup parler de résilience, de relocalisation, de souveraineté. Et donc, on a eu en fait une carte blanche de la part de l'exécutif régional et notamment de son président Xavier Bertrand pour pouvoir essayer de réfléchir à des solutions qui venaient compléter tout un arsenal de dispositifs divers et variés, financiers, techniques. Et là, on s'était dit effectivement que dans ce sujet un petit peu de la souveraineté, de la relocalisation, etc., c'était bien d'avoir des dispositifs, mais encore fallait-il qu'il y ait peut-être des sujets d'interconnexion, d'intermédiation à accompagner, à susciter. Et nous est apparue la nécessité de travailler on l'avait appelé au départ marketplace industriel. Je m'étais très bon sur le marketing. Tout de suite, on m'a dit, voilà, c'est pas forcément le bon mot. Mais donc voilà, on est parti là-dessus. Non pas seul, parce qu'on s'est aussi appuyé sur des retours de terrain de la part des entreprises, de la part des gens avec qui on avait l'habitude de travailler au quotidien, qui accompagnaient des entreprises industrielles, qui étaient eux-mêmes des entrepreneurs industriels. Donc un petit coucou à Thierry Favrez qui va intervenir après, qui était un des artisans importants aussi de cette solution, mais c'est pas le seul, il y en a plein d'ailleurs qui vont intervenir après moi. Et on a effectivement travaillé à cet outil qui vise simplement à faire, si je dois le résumer, c'est faire du business, c'est le faire aussi pour nous et par nous. C'était ça le sujet en fait. Et de faciliter ces interconnexions sur de l'opportunité de business, sur de l'opportunité de projet, parce qu'on voit bien que même si on avait des outils ici ou là, très sectorisés par exemple, il nous fallait un outil qui soit un outil d'aide à l'intermédiation et donc à la faveur de réunions, d'échanges, de corrections, de nouveaux échanges, de corrections, de formalisation, de correction. On a abouti effectivement à ce travail et à cet outil qui, au-delà des aspects techniques qui vous seront un petit peu présentés, j'imagine, est un outil qui emprunte valeur. Et c'est pas un vain mot, c'est les valeurs de l'ADN des Hauts-de-France, c'est le collectif, c'est de la confiance entre les acteurs, c'est de la compétitivité. Je rajouterai le C de connexion, ça c'est important. Et une certaine pugnacité, et là j'ai un petit clin d'œil pour Antoine, parce qu'il a fallu aussi porter ce projet. Moi, je l'ai porté qu'en partie, avec l'ensemble des équipes régionales, mais donc Antoine a été un des artisans importants pour en arriver aujourd'hui, donc 18 mois après, au lancement officiel de cet outil auquel je crois beaucoup. C'est un outil, alors pour répondre à la question, est-ce que je suis fier? C'est pas le terme en fait, fier. Je suis heureux que ça se mette en place. Je ne vais pas être fier, on fait chacun notre boulot. Par contre, je vais vivre cette aventure-là autrement. Je vais la vivre de manière plus locale, puisque désormais, j'ai quitté la région pour être donc DG à Amiens Métropole. Donc, je vais m'occuper d'écosystèmes plus locaux. Et c'est important parce que même si cet outil-là a été pensé de manière régionale, il va se vivre essentiellement de manière locale. Parce qu'il va se vivre dans les entreprises. Il est d'ailleurs taillé pour ça. Et les entreprises, c'est celles qui font vivre nos territoires et qui définissent leur futur. Donc ça, c'est important. Donc voilà, c'est un moment, je pense, important. Un peu de solennalité dans tout ça. On est à Amiens. Donc je dirais que j'aurais tendance à forcément... Quand on est amiénois, on essaie toujours de placer la petite maxime d'une personnalité locale. Alors, on en a plusieurs, hein, on peut avoir Michou, etc. Mais je vais prendre Jules Verne ce soir. Allez, Jules Verne. Voilà. Alors, une petite citation. Avec un mot particulier, notamment pour à la fois Antoine et ses équipes, pour les équipes de la région. Et je vais en citer quelques-uns en particulier qui ont beaucoup œuvré autour de ça. Ils se reconnaîtront. Jean-Denis, Élodie, Chantal, Jean-Michel notamment. Voilà, donc je vais dire cette fameuse citation. Je la connais pas par cœur, je la sors pas toujours, mais enfin voilà. Rien ne se fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Je pense que c'est approprié au temps de ce soir. Et donc, je souhaite une longue vie à ce réseau. Et sachez que nous en ferons la grande promotion, en tout cas, auprès des acteurs amiénois et des entreprises amiénoises. Et je suis très heureux qu'il y en ait déjà présent dès ce soir. Voilà.
Merci beaucoup Arnaud Riquier pour cette belle introduction et cette belle citation. Merci d'avoir introduit. Restez avec nous un instant. Nous allons maintenant nous pencher plus en détail sur cette nouvelle plateforme. On va découvrir tout de suite ses objectifs, ses missions, ses atouts en quelques secondes dans la vidéo qui suit. Voilà pour cette belle mise en bouche qui donne envie d'en savoir plus. Et justement, j'ai celui qui a été nommé plusieurs fois tout à l'heure. Il s'agit du directeur de l'HDFiD Hauts-de-France Innovation Développement. Bonjour Antoine Macret. Bonjour Dorothée. Merci d'être avec nous. Alors, racontez-nous un peu plus en détail. Arnaud l'a déjà évoqué, mais le réseau de France Business, comment c'est arrivé? Quelle est la genèse du projet? Alors, la genèse du projet, pour ne pas paraphraser Arnaud, c'est tout simplement le contexte de plan de relance. Donc, un plan de relance qui a été initié par le Conseil régional des Hauts-de-France. On a forcément été mis à contribution dans les réflexions. Et tout simplement est arrivé sur la table la nécessité d'engager les entreprises dans la réflexion. Donc, il s'agit dès le mois d'octobre 2020 d'organiser des séquences de travail avec une quinzaine de dirigeants de la région des Hauts-de-France, tout simplement pour réfléchir avec eux qu'est-ce qu'ils pourraient attendre de nous en tant qu'outil de support au développement, et surtout de ne pas se tromper dans la cible des solutions qu'on pourrait proposer. Donc, une fois qu'on a mis ces personnes autour de la table, donc il y en a quelques-uns qui vont intervenir ce soir, il a vraiment fallu bien identifier l'objectif de la plateforme. Et c'est là où on s'est dit, tout simplement, il faut envisager une possibilité d'améliorer le développement business. Donc ça, c'était vraiment la première commande. La deuxième commande, c'était d'identifier plus facilement les solutions innovantes en région. Et pour finir, c'est la notion de créer un réseau de confiance. Et alors, le besoin était donc là. Ensuite, il a fallu mettre ça concrètement en place. Comment vous avez procédé? Alors, pour procéder, on a tout d'abord commencer par réaliser ce qu'on appelle un benchmark, donc regarder un petit peu les solutions qui existaient sur le marché pour confronter à la fois la commande terrain et ce qui existait. Et en fait, on a été mis en relation de manière très simple par Bénédicte Brienne, alors je la salue si elle nous écoute ce soir, de l'agence de Saint-Omer, Sophia Agency. Donc, il nous a mis en relation avec une entreprise qui s'appelle Voodoo et qui avait une solution qui, a priori, pouvait répondre à notre besoin. Donc, l'étape d'après, c'était de creuser un petit peu la solution que proposait Voodoo. C'était une solution qui existait déjà, donc la possibilité derrière d'aller vite dans son déploiement. Et en allant, en réfléchissant, en analysant, on s'est rendu compte que ça pouvait être pertinent. Donc, il a fallu rapidement proposer et présenter cette solution aux dirigeants qu'on avait rencontrés quelques mois auparavant. Et donc, il a fallu la déployer et commencer à se faire connaître également. Comment vous avez fait? Alors, il a fallu communiquer, faire ce qu'on appelle du recrutement. Alors, quand je parle de recrutement, c'est d'identifier des partenaires clés, des partenaires qui ont déjà cette vocation de travailler en mode réseau. Et il a fallu, bien évidemment, identifier les personnes qui croyaient à ce projet-là. Et une fois qu'on a bien identifié les personnes et les structures en capacité de faire cela, et on a commencé à
travailler sur un noyau dur pour pouvoir finalement commencer à préparer ce déploiement depuis déjà quelques mois maintenant. En parallèle de ça, on a travaillé avec Voodoo sur la partie commerciale, parce que c'est une solution qui coûte un petit peu d'argent forcément. Mais je tiens à souligner quand même que Voodoo a une proposition très engageante pour eux. On travaille ce qu'on appelle en mode risk sharing partner, c'est-à-dire qu'il y a un vrai engagement financier de leur part. Qu'est-ce que c'est ça, risk sharing partner? Tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, Voodoo sera rémunéré à hauteur du nombre d'utilisateurs actifs sur la plateforme. C'est-à-dire que ce n'est pas un utilisateur inscrit sur la plateforme égale une facturation. On a mis tout en place tout un système d'analyse du nombre d'utilisateurs actifs pour s'assurer que finalement, on rémunère la structure qui nous offre la solution de manière juste. Alors, vous aviez quelques images à partager, les principales infos à retenir. Alors, les principales infos à retenir, tout à fait. Elles sont de différentes natures, donc on va peut-être pouvoir les présenter. On a bien évidemment cette slide qui est, je dirais, la baseline un petit peu de cette solution, donc une plateforme intelligente pour favoriser le matching entre demandeurs et offreurs de solutions. Donc ça, c'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, Dorothée. Ensuite, nous avons la slide suivante. Est-ce qu'on peut les avoir en retour, peut-être? C'est juste ça, mais c'est pas grave. Je les connais quand même. Donc on a la plateforme qui est là pour se retrouver, pour échanger de manière avec une certaine confiance et une certaine j'ai oublié le mot, mais il est affiché. Hop. Voilà. Donc, on va passer sur la slide suivante, pardon, parce qu'effectivement, je m'attendais à ce que ce soit affiché. Quelques chiffres clés sur la plateforme qu'il faut avoir en tête dès à présent. On a déjà aujourd'hui, depuis le kick-off du 21 octobre, un peu plus de 400 membres inscrits sur la plateforme. On a une dizaine de communautés qui sont créées, donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que la plateforme a déjà du contenu. Dès à présent, vous pouvez bien évidemment continuer à vous inscrire sur la plateforme. L'objectif étant finalement de pouvoir continuer à la faire grossir, et c'est vraiment l'effet masse qui par la suite sera très pertinent pour son bon développement. Ensuite, pour finir, le dernier point, c'est la notion de modèle économique. L'objectif, il est très simple, c'est que la première année d'inscription soit prise en charge par le conseil régional. Donc on parle de première année gratuite, mais ce n'est pas vraiment gratuit, il y a quand même derrière une rémunération et donc une prise en charge par le conseil régional. L'objectif par la suite va être tout simplement de voir si on arrive, comme on le souhaite, à avoir suffisamment d'utilisateurs sur la plateforme pour éventuellement faire évoluer le modèle économique, s'appuyer sur les structures qui ont déjà un modèle d'adhésion pour leurs entreprises adhérentes. L'objectif restera bien évidemment que ce soit indolore d'un point de vue financier pour les entreprises utilisatrices. Qu'attendez-vous de l'événement d'aujourd'hui, donc le lancement de ce jour de 30 novembre? Quel message souhaitez-vous adresser aux spectateurs qui nous regardent en direct et auxquels l'innovation? Alors tout d'abord, c'est de pouvoir partager les premiers retours d'expérience, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs, qu'on puisse vraiment être dans l'échange. On est on va appeler ça sur une expérimentation. On a derrière nous une entreprise qui s'appelle Voodoo, qui est vraiment en accompagnement avec nous. On va vraiment s'acculturer de ce que le terrain nous remonte dans ce qui fonctionne et dans ce qui fonctionne moins bien. Donc, on a des témoignages d'utilisateurs qui sont avec nous ce soir, et pouvoir effectivement continuer à vraiment bien peaufiner et bien définir quelles sont les principales attentes des utilisateurs, comment ils voient l'outil demain. Merci. Vous vouliez, je crois, remercier toutes les entreprises qui ont participer. Oui, tout à fait. Ça faisait partie d'une des slides qu'on avait préparées. Voilà, je voulais, alors, sans forcément toutes les citer, mais il y a quand même effectivement bon nombre d'entreprises qui sont issues de différents domaines d'activité, qui ont différentes tailles, qui ont vraiment pris le temps. Et là, je parle vraiment de temps qu'ils ont pris pour pouvoir partager avec nous. C'est des séquences de travail parfois de demi-journée. Donc, pour un dirigeant, c'est non négligeable. Mais aujourd'hui, on en est vraiment à comme le disait Arnaud tout à l'heure, j'en suis très heureux de voir qu'on arrive à consolider quelque chose, à voir quelque chose est en train de naître. Et puis effectivement, voilà, c'était pour moi important de remercier toutes ces entreprises. Voilà, je ne vais pas forcément toutes les citer, elles sont affichées à l'écran. Et en tout cas, un grand merci à toutes celles-là et à celles qui sont présentes ce soir pour continuer leur témoignage. Alors, merci Antoine. Je le disais, cet événement se veut le plus interactif possible. Je vous propose donc dès maintenant de répondre à une question. Pour ce faire, connectez-vous à la plateforme Bcast. Vous pouvez flasher donc le QR code, je disais, et répondez à la question suivante.
êtes-vous déjà membre d'une communauté numérique actuellement? Oui ou non? On va vous laisser quelques secondes pour répondre. Et on découvrira cette réponse dans quelques instants. Juste le temps pour moi de lancer notre premier focus, échanger, collaborer et favoriser de nouvelles opportunités. C'est juste après le jingle. Et pendant que nos invités s'installent, mais allez-y, je vous en prie, faites comme chez vous. On va découvrir tout de suite vos réponses au sondage. Alors, est-ce que je les vois s'afficher quelque part? Oui, pour 60%. 60% des spectateurs sont déjà membres d'une autre communauté numérique actuellement. Voilà. Et non, 40%. Donc, un joli chiffre. Oui, effectivement, je vais retenir surtout alors à la fois le 40% parce que ça veut dire que c'est un vivier de potentiels utilisateurs de la plateforme demain. Après, le 60% est à prendre en compte, c'est-à-dire que l'objectif va être aussi de travailler avec eux. Il n'est pas question de cannibaliser les solutions existantes, mais plutôt de travailler ensemble. Et c'est ce dont nous allons parler avec les invités qui viennent de nous rejoindre. Donc, aux côtés d'Antoine Macret, Damien Letellier, directeur adjoint Metaroam France. Bonjour Damien, qui est là. Bonjour. Thierry Favrez, directeur général à PGLEC Industrie. Bonsoir Dorothée. Bonsoir Thierry. Arnaud Soulet, business manager du groupe La Roche et vice-président du cluster aéronautique Altitude. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Et en duplex, Cyril Voidet est avec nous, le directeur général et cofondateur de Voodoo. On lui donnera la parole dans quelques instants. Mais vous êtes là, Cyril? Bonjour à tous. Vous nous recevez bien? Bon, en tout cas, il nous a reçu le moment où il a dit bonjour. Bon, on vous retrouvera tout à l'heure. Alors, avec vous tous, nous allons revenir sur certains grands objectifs et atouts de la plateforme. Antoine le rappelait, il est question de relocalisation, de compétitivité, d'innovation et de diversification. Et c'est justement à ce sujet que vous avez souhaité faire intervenir Thierry Favrez. Vous êtes, donc je le disais, le directeur général d'APGLEC Industrie. Vous allez nous présenter cette entreprise. Et vous êtes également président du club robot numérique de Saint-Quentin et de fait très actif au sein de la région sur l'industrie du futur. Ah oui, absolument. Alors, APGLEC Industrie, c'est une PME industrielle qui n'est pas forcément glamour. On travaille dans l'armoire électrique industrielle. Bah, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Et c'est mondialement connu déjà à Saint-Quentin, hein, voilà, ce qui est une bonne chose. C'est un peu plus connu dans les réseaux de France. Alors, l'armoire électrique, vous en avez tous dans vos usines, dans les sociétés, etc. On fait tous de l'armoire électrique. Hein. Donc, on essaye de se placer sur ce créneau. Alors, évidemment, cette PME, on a souhaité lui donner un petit peu de boost et on a donc créé de la diversification. Et donc, j'ai participé avec les entreprises du coin, on est à peu près une centaine d'entreprises, à se réunir en réseau. Et le club a été monté, qui s'appelle le club robot numérique. Alors, il y a robot, mais c'est pas que du robot. C'est un club d'entreprise dans lequel on parle de process, on essaye de donner la voie de l'innovation. Moi, j'en avais un petit peu marre durant toutes ces années de voir les sociétés partir. Et donc, on s'est dit, on va se prendre par la main et on va essayer ensemble de créer un écosystème et essayer de travailler tous de pair. Donc, on a créé ce réseau et puis finalement, au départ, on était une vingtaine, puis une trentaine, puis on est arrivé à une centaine de membres. Et on parle évidemment, comme si on connaissait rien. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, par exemple, moi, j'avais vu ça dans Spielberg. Et donc, quand on nous a dit qu'il faut mettre ça dans les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, avec ce club, on essaye vraiment de dédramatiser et de rendre ça opérationnel et de voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire combien ça coûte, qu'est-ce qu'il faut mettre comme moyen, est-ce qu'il faut des ingénieurs de haut vol et ainsi de suite. Donc, vous voyez, sur chaque thème, alors on essaie de se rencontrer, pas trop souvent parce que on a un métier quand même et on peut pas passer notre temps à discuter, mais c'est important d'avoir un peu de recul pour pouvoir justement échanger sur les bonnes pratiques. Et donc, on se voit à peu près tous les 3 mois. Et on se voit sur un format qui est très court, qui fait 9h midi, et puis après, on mange un petit morceau et tout le monde va bosser. Et donc, on essaye d'échanger vraiment clairement sur des problématiques. Alors, un coup, ça va être la cobotique, le lendemain, ça va être, la gestion numérique, ça va être la digitalisation d'ateliers, ça va être les factures, etc. Donc, vraiment des choses bien claires, et on essaye vraiment, alors on le prépare un petit peu avant, il y a un co-animateur avec moi, et puis
on essaye d'être présent dans toutes les nouveautés et de faire appel à des gens qui innovent. Voilà un peu le parcours que j'ai. Et puis, évidemment, j'ai un passé de roboticien, moi, donc ça me colle un peu à la peau. Et alors, Arnaud Riquet le disait tout à l'heure, vous êtes présent sur ce projet du réseau de France Business depuis le début quasiment. Quelles sont vos attentes vraiment vis-à-vis de cette plateforme? Ça a été assez simple, parce que quand j'ai pris les rênes de la société, c'était en 2013 au début, si vous voulez, quand on veut se diversifier et lancer des choses, on n'a pas forcément le réseau autour. Alors on se dit, tiens, qui on peut voir? Alors évidemment, la région a commencé à nous donner un coup de main, mais alors il existait des bouquins qui étaient des bouquins écrits dans lesquels il y avait toutes les plateformes, il y avait les laboratoires, il y avait les entreprises, certaines entreprises, mais il n'y avait pas tout le monde. Et quand on avait une problématique, on ne savait pas bien où taper, quoi. Et dans tous les dispositifs, c'était assez compliqué. Alors, souvent, on disait, écoutez, les CCI peuvent nous aider, l'Hauts-de-France Innovation Développement va nous aider, il va y avoir les agglos qui vont nous aider, il y a le département, etc. Et donc, ça faisait une couche. Et il faut bien dire qu'il y a une sacrée couche dans notre pays. Et donc, je disais, mais il n'y a pas un guichet unique, un truc sur lequel on a une problématique, on l'exprime, et puis les gens trouve la solution, ou alors quelqu'un vient nous aider. Donc je pense que ce réseau va pouvoir nous donner un peu cette porte d'entrée dans lequel, alors par exemple, moi j'ai créé un projet collaboratif, c'est-à-dire que on a une idée dans la société, on veut la développer, et donc à plusieurs entreprises, on a commencé à se coopter. Et avec ce réseau, on arrive à dire, voilà, par exemple, j'ai besoin, je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, qui dans le coin des réseaux de France connaît l'intelligence artificielle, a déjà pratiqué, est capable de nous expliquer, et ça l'intéresse de travailler avec nous. C'est un peu ça. Et donc, si vous voulez, on commence à mettre des briques, et je crois que ce réseau, pour moi, est quand même vachement bien, parce que je commence à avoir déjà des contacts, et j'en ai de plus en plus de gens qui me disent, tiens, dans ce domaine-là, je connais. Vous savez, moi, je fais de l'électricité industrielle, mais je suis pas un pro ni de la robotique, ni de la mécanique, ni de l'intelligence, ni de la réalité augmentée. Donc voilà, donc ça sert à ça. Ça sert vraiment à trouver des éléments pour pouvoir s'améliorer dans les données que nous n'avons pas. Et puis l'idée aussi, c'est de chasser en meute. Je crois que c'est une expression que vous aimez beaucoup. Alors oui, alors ça, on n'est pas encore très franc du collier dans les entreprises, parce que il y a souvent, c'est moi qui veux les commandes, je veux pas me faire copier, etc. Vous connaissez la chose, quoi. Hein. Mais on s'aperçoit que finalement, quand on laisse ça de côté, on arrive à développer, surtout sur des projets innovants. Je peux vous dire que ça attire quand même du monde. Et puis, on peut bénéficier chacun de l'expérience que l'on met en commun. Voilà, et donc c'est important. Alors maintenant, aller chasser les commandes en meute, j'aimerais bien. C'est beaucoup plus compliqué. Mais en revanche, pour développer des projets qui sont, j'en ai un qui est en train de se monter, et je peux vous dire que les entreprises qui travaillent avec moi sur l'intelligence artificielle mettent en pratique des choses dans mon entreprise. Donc ils ont vraiment un cas concret qui va pouvoir faire école. Antoine, on sait que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise sont très sollicités, mais là, ce principe de guichet unique, ça peut forcément les séduire. Ça peut et ça doit les séduire, parce que, comme je disais tout à l'heure, la commande vient quand même de ces dirigeants, et Thierry en faisait partie. C'est surtout effectivement une volonté d'être efficace dans la mise en réseau, dans la mise en relation, et surtout faire gagner du temps. Et d'être pertinent dans la mise en relation. C'est pas toujours simple forcément quand on a une problématique sur une thématique forcément parfois un peu très très pointue, d'avoir un expert tout de suite du jour au lendemain. Donc parfois ça peut prendre des jours, des semaines. L'objectif va être d'être très réactif et d'apporter une solution rapidement à ce besoin-là. On l'a vu donc avec APGLEC Industrie, il y a un vrai besoin de recherche de compétences, de partenaires, de visibilité pour des projets collaboratifs. Mais vous qui nous regardez, quels seraient vos besoins? Je vous propose de répondre à la question suivante sur Bcast et à vos téléphones. Donc, pouvez-vous nous expliquer votre principale attente vis-à-vis de la plateforme Réseau de France Business? Alors, vous avez plusieurs possibilités, il faut en choisir une. Être davantage visible en région, trouver de nouveaux clients, fournisseurs ou partenaires, se tenir au courant de l'actualité économique régionale, diffuser et répondre aux appels à projets, ou alors utiliser la plateforme comme un outil de travail collaboratif. Vous avez quelques secondes pour répondre et nous allons les voir en direct qui s'affichent. Et vraisemblablement, c'est trouver de nouveaux clients, fournisseurs ou partenaires qui semble vraiment être l'attente principale. Juste derrière, on voit ensuite utiliser la plateforme comme un outil de travail collaboratif. Vous êtes donc 50% à vouloir trouver de nouveaux clients.
Ce qui résonne bien finalement avec le petit mot qu'on a mis à la fin de Réseau de France Business. C'est vraiment important pour nous parce que dans la notion de business, il y a un client, il y a un fournisseur, il y a un prestataire. Et c'était vraiment cette commande initiale, comment accélérer le business à la sortie de crise. Donc malheureusement, on commence déjà à reparler de cinquième vague, mais je pense qu'aujourd'hui, on est, j'espère, suffisamment armé pour ne pas revivre les mois qu'on a pu avoir ces dernières années. Mais en tout cas, aujourd'hui, accélérer le business en région de France, il faut qu'on puisse le faire d'une manière assez intelligente. Je vois tout de suite une question qui s'affiche pour Thierry Favrez. On va la prendre en direct. Dans les projets collaboratifs, comment se facturent les coûts ou comment se partagent les gains ? Alors, les gains, pas encore, puisque le projet collaboratif démarre. Donc, évidemment, j'espère qu'on va partager les gains. Déjà, les gains, le projet, il est nécessaire, moi, dans l'amélioration de mon processus. Donc, évidemment, ça va me permettre d'améliorer ma productivité. Donc, mes gains, moi, sont déjà payés. Mais si j'emploie quelqu'un dans le projet collaboratif et que lui n'y voit pas un intérêt important de réalité, mais il apporte son savoir, bah, il est facturé comme un sous-traitant normal, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et les coûts, là, par exemple, on est 3 à avoir un intérêt dans le projet. Donc, si vous voulez, alors APGLEC a la plus grosse partie du projet, donc on aura les plus gros coûts du projet. Mais après, c'est au temps passé, et ça, c'est une chose qu'on doit discuter, parce que dans le projet collaboratif, ce qui est important, c'est de faire confiance. Hein. C'est-à-dire que si on commence à dire, ah bah attends, c'est toi qui payes tout, et puis moi, je tire les marrons, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment de bien définir les rôles, même si d'aventure, il y a des choses à breveter, par exemple, il faut bien définir, bah, ça, c'est ton domaine, c'est toi qui le fais, c'est toi qui en tire les bénéfices, c'est toi qui le vendras, et ça, il faut que ça soit bien établi et juridiquement bien. Mais ça, c'est dans toutes les entreprises. On n'a pas besoin forcément, aujourd'hui, si je prends attache auprès de n'importe quelle société, je vais contracter, je vais faire des NDA, et je vais dire, bah, tiens, toi, tu fais ça, et ainsi de suite. Donc, c'est pareil. Simplement, la plateforme permet rapidement d'avoir des infos. Alors, une fois qu'on a qu'on connaît les différentes attentes des chefs d'entreprise, il a fallu mettre en place une solution technique la plus adaptée. Et c'est là que Voodoo intervient. Et nous retrouvons en duplex depuis Besançon, je crois, Cyril Voidet. Vous êtes le directeur général et cofondateur de Voodoo. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de cette jeune entreprise ? Eh bien déjà, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors l'histoire, elle est très simple. Nous sommes nés il y a à peu près 3 ans maintenant. Donc jeune start-up basée dans l'Est, on est à Besançon et à Mulhouse. Et on est né au sein d'un projet industriel avec pour objectif en fait de pouvoir trouver très rapidement des partenaires pour des projets, de l'entraide rapide. Et on s'est très vite aperçu que on a une grande chance en France, il existe de magnifiques écosystèmes. Et Réseau de France Business est un très très bel écosystème composé qui connecte d'autres écosystèmes entre eux. On s'est très vite rendu compte qu'on pouvait trouver très facilement des compétences, des ressources. Je vois que vous passez les slides en même temps, on peut passer au slide suivant si vous voulez. On peut trouver des très belles compétences, des ressources au sein des entreprises, mais aussi des laboratoires, des tiers-lieux. Voilà. Et donc l'objectif, il est vraiment de connecter, comme on vient de le dire précédemment, le plus rapidement possible ces différentes entités pour faciliter l'entraide, la collaboration au sein d'un réseau de confiance qui est Réseau de France. Et pour cela, on met à disposition différentes fonctionnalités au sein de la plateforme qui facilitent justement la mise en relation en trouvant les bonnes compétences, les bonnes ressources, à l'aide de critères de recherche, mais aussi d'algorithmes de matching, qui facilitent l'échange au sein de clubs thématiques sur des technologies particulières. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure, par exemple, et qui facilite aussi la collaboration, le fait de trouver des partenaires très rapidement. C'est ce qu'on appelle aussi la collaboration frugale, en déposant des projets. Donc chaque entreprise, chaque utilisateur, chaque organisation peut déposer un projet, le rendre visible sur la plateforme et lancer le moteur de matching ou inviter des partenaires existants. Donc là, on peut passer au slide suivant si vous voulez. Voilà, donc, et si on résume complètement donc, les possibilités, là on prend l'exemple d'une entreprise qui est dans un écosystème, je peux échanger avec des partenaires rapidement, participer à des clubs pour m'informer, faire avancer mes connaissances dans différentes
technologie. Je peux m'informer aussi sur l'activité au sein de ma région, ou de mes écosystèmes, trouver de nouveaux projets collaboratifs, trouver bien sûr de l'entraide rapide au sein de la plateforme. Donc voilà, c'est un ensemble de possibilités d'activités qui permet d'accélérer son activité, son développement économique grâce à la collaboration rapide et frugale. Cyril, quelques mots sur les autres clients qui ont déjà expérimenté cette plateforme. Alors on a une grande chance puisque notre aventure avance vite. Ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on commercialise notre solution. Et donc on travaille avec différents types d'écosystèmes, des agences de développement économique, des agences d'innovation comme aujourd'hui, des pôles de compétitivité, des territoires d'innovation, des territoires d'industrie, des communautés aussi R&D avec par exemple le centre technique de la mécanique. Donc un ensemble d'écosystèmes très importants. Aussi par exemple Boost French Fab qui est un écosystème national qui facilite les rencontres entre des entreprises qui recherchent des solutions industrie 4.0 et à faire du business. Et donc voilà, ce sont des écosystèmes qui encore une fois, facilitent l'accélération collaborative et le business pour les entreprises et les autres organisations qui les entourent. Merci beaucoup Cyril, on reviendra vers vous tout au long de ce rendez-vous. Alors, autre grande mission de la plateforme Réseau de France Business, favoriser la relocalisation, que ce soit en facilitant le sourcing des grands donneurs d'ordre en région, en recentrant les circuits d'approvisionnement ou en sécurisant la supply chain en local. Une thématique qui va intéresser notre prochain invité. Rebonjour Arnaud Soulet. Rebonsoir. Vous êtes business manager du groupe La Roche et vice-président du cluster aéronautique Altitude, une double casquette donc. Je vous laisse nous présenter le cœur de métier du groupe La Roche et surtout le cluster Altitude qui est le volet qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Oui, alors le groupe La Roche, c'est une ETI française, donc ETI entreprise de taille intermédiaire, basée en Hauts-de-France à Méholt, juste à côté de Stelia Aerospace, et qui est par nature très orientée aéronautique, espace, défense sur 3 activités majeures: l'ingénierie, c'est-à-dire la conception, réalisation, la maintenance de l'outil de production, ce qu'on appelle les outillages, donc tout ce qui va être mécanique et fait sur mesure pour l'assemblage d'avions, par exemple. Le deuxième métier, c'est l'usinage de pièces à très forte valeur ajoutée. Et le troisième métier, c'est les services, donc la mise à disposition de compétences, là aussi à forte valeur ajoutée pour nos clients. Donc ça, c'est La Roche. Ça, c'est La Roche. Et donc par La Roche, je suis membre d'Altitude depuis plusieurs années. Et donc, je participe à la vie du cluster en tant que vice-président. Et le cluster, alors c'est un mot qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui, malheureusement. Voilà, mais un peu, il est moins à la mode. Voilà. C'est un regroupement d'entreprises qui ont toutes pour point commun de travailler dans l'aéronautique avec une part du chiffre d'affaires plus ou moins importante, mais néanmoins c'est ce qui fait notre ADN à tous. Et donc c'est ce cluster qui est le représentatif de la filière aéronautique dans les Hauts-de-France, qui regroupe 70 membres, dont plus de 60 entreprises, puisqu'on a aussi des institutionnels et des centres de formation, et qui représente plus de 9000 salariés sur les terres des Hauts-de-France. Alors effectivement, les Hauts-de-France, ce n'est pas une terre majeure de l'aéronautique, c'est vrai, mais néanmoins, les Hauts-de-France, c'est une terre industrielle, hein, et l'aéronautique, il y a quand même une part relativement importante, en tout cas un rôle à jouer. Et donc, c'est un petit peu aussi toujours ce que vous disiez, hein, c'est un autre réseau, mais l'idée n'est pas de cannibaliser tous les réseaux, chacun à sa place. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la plateforme Réseau de France Business et quelles sont vos attentes ? Ce qui nous a séduit, c'est que finalement, on a fait, entre ce qu'a dit Antoine et Arnaud tout à l'heure, on a eu la même réflexion et le même cheminement. Durant le confinement, on s'est remis en question, ou plutôt on a réfléchi autrement, et on a changé un peu notre direction pour des actions qui étaient peut-être auparavant plutôt comment recruter, comment former, parce que l'aéronautique avait énormément besoin de ressources, et du jour au lendemain, là, on s'est retrouvé face à une crise que personne n'aurait imaginée, et surtout d'une ampleur inimaginable, et là, il nous a fallu dire comment faire du business. Donc on a finalement
trouvé la même conclusion, c'est il faut qu'on ait plus de facultés à communiquer entre nous, aller chercher de nouveaux clients, et quand on a de nouveaux clients, aller chercher les compétences qui nous manquent, parce que rarement on pourra répondre à un cahier des charges ou à une demande d'une entreprise, notamment des grands donneurs d'ordre. On ne pourra jamais répondre tout seul. Donc il nous a fallu trouver des moyens pour nous unir. On a créé notre petit outil sur la base de notre site internet qui nous a permis, nous aussi notre petite plateforme, qui nous a permis de commencer à mettre en relation des offreurs et des demandeurs au sein de notre réseau. Ça a créé un petit peu de lien, un peu d'émulation, et la plateforme telle qu'elle est là va nous permettre sans doute de passer à la vitesse supérieure, puisque d'étendre ce réseau-là à tous les Hauts-de-France et peut-être au-delà, que ce soit pour les chercheurs de solutions comme pour les offreurs de solutions. Et donc de dépasser le cadre unique de l'aéronautique. C'est vraiment tout Absolument. secteur confondu. Oui, voilà, c'est ça. On sait qu'on est pour la plupart des mécaniciens, mais on a aussi maintenant des électroniciens, des automaticiens qui nous rejoignent. Donc, il y a des compétences complémentaires. Mais finalement, toutes ces compétences-là, elles n'ont pas seulement leur place dans l'aéronautique, mais dans toutes les autres filières qui sont aussi très, très présentes en Hauts-de-France. Je ne citerai que l'automobile ou le ferroviaire, par exemple. On a des questions qui arrivent en direct. Vous voulez qu'on les pose tout de suite? On les pose dès maintenant? Eh bien, on va en poser quelques-unes. Y a-t-il des exemples de relocalisation récentes? À ma connaissance, oui, on le lit dans la presse, hein. Il y a eu des relocalisations notamment sur des activités d'assemblage de vélos. On a une entreprise en région de France qui s'appelle Autofil, par exemple, qui produit et fabrique qui design et qui fabrique des vélos électriques. Ils avaient jusqu'à l'heure beaucoup de sous-traitance qui se faisait dans les pays de l'Est. Et suite à la crise Covid, ils ont rapatrié un bon nombre d'assemblages dans la région. On en voit de plus en plus. Le domaine du vélo, c'est quelque chose du vélo et du cycle de manière générale, a été assez facilement relocalisé. Après, la difficulté qu'on peut avoir dans des processus de relocalisation, ça va être en lien avec des problèmes de qualification. Lorsqu'on parlait tout à l'heure d'aéronautique, quand on veut être sous-traitant ou prestataire de services dans l'aéronautique, il y a tout un cahier des charges et toute une série de qualifications à obtenir. Donc, c'est pas toujours simple de facilement relocaliser. Pourquoi j'ai parlé donc justement du vélo juste avant, c'est qu'il y a moins de contraintes réglementaires autour du vélo et donc la relocalisation était possible. En tout cas, on se rend compte que c'est possible. Et c'est peut-être aussi un des objectifs phares principaux de cette plateforme. En tout cas, c'est de pouvoir œuvrer dans ce sens, de pouvoir, quand on imagine réintégrer ou ramener des compétences ou des productions qui aujourd'hui sont peut-être à l'autre bout du monde et demain les réintégrer en région de France, c'est être en capacité d'identifier facilement et rapidement les compétences qui vont bien. Une autre question qui arrive en direct. Quels sont les critères pour pouvoir obtenir un compte sur Réseau de France Business? Un effectif minimum, un chiffre d'affaires particulier? Non, aujourd'hui, il y a vraiment pas de critères restrictifs. Au contraire, aujourd'hui, on ouvre vraiment la plateforme à toute entreprise ou structure qui œuvre en région de France. On modère les inscriptions, donc on a un regard quand même sur toutes les personnes qui souhaitent ouvrir un compte sur la plateforme. Mais globalement, aujourd'hui, on est plutôt sur une ouverture très large. On va avoir un suivi effectivement des bons contributeurs comme des éventuels mauvais contributeurs, il faut aussi se le dire. Parfois, on n'a pas forcément des gens qui sont là avec toujours de bonnes intentions. En tout cas, s'ils ne se rendent pas compte, on leur rappellera que l'objectif, il y a une certaine éthique à avoir sur la plateforme. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de critères particuliers pour pouvoir s'inscrire. On va y revenir juste un petit peu plus tard sur les modalités pour pouvoir s'inscrire. On essaie encore une fois de faire des choses assez simples. Mais encore une fois, le retour terrain nous dira si ça fonctionne bien ou pas. Une autre question. Ah oui. Thierry, vous voulez moi, je voudrais ajouter sur la relocalisation. Alors, j'ai pas forcément d'exemple de sociétés qui reviennent s'implanter, mais j'ai eu l'exemple d'un géant du ferroviaire que je ne citerai pas, qui, pendant la crise Covid, a donné ses prestations au large de l'Europe, ou voire de l'autre côté de la Méditerranée. Et là, par des questions techniques, il était obligé de trouver des sous-traitants locaux. Et donc, il a commencé à pianoter, et puis il est tombé sur un pseudo APGLEC dans le coin, et puis il s'est dit, merde, il y a une société comme ça à 1 heure qui fait du produit, etc. Alors, peut-être pas au même coût, ça je vous le rassure, mais ça a permis de relocaliser de la prestation. Et je pense qu'il y a beaucoup de donneurs d'ordre qui feraient bien, peut-être, d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce réseau pour aller voir qu'autour, il y a des boîtes qui valent le coup quand même.
Des boîtes qui valent le coup. C'est le message qu'il faudra faire passer en tout cas. Autre question, merci pour toutes les questions que vous nous adressez en direct. C'est aussi l'intérêt de ce rendez-vous, pouvoir être le plus interactif possible. Qu'en est-il de la sécurisation des données sur la plateforme? Peut-être Cyril Voidet peut répondre. C'est vrai que c'est une préoccupation que de nombreuses personnes doivent avoir. On va le voir un instant, Cyril. La sécurisation des données. C'est un sujet extrêmement important sur lequel on a travaillé dès le départ, on a pris en compte et on est accompagné par un acteur référent dans le domaine qui est Sogeti du groupe Capgemini et qui à la fois nous accompagne sur l'architecture des données et sa sécurisation. Et on réalise de manière très régulière des campagnes justement de tests pour garantir la sécurité des données. Donc sujet clé dans le dispositif, je le confirme. Et tout est sous contrôle, on l'a compris. Tout est sous contrôle et je parle sous couvert de Cyril, mais toutes les données aujourd'hui sont hébergées en France. Important de le souligner. Merci beaucoup. Focus maintenant sur la partie compétitivité, objectif visé par toutes les entreprises évidemment, et dont nous allons parler avec Damien Letellier. Rebonsoir Damien. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de Metarome France, filiale de Metarome Group, une entreprise de la chimie qui fournit les industriels agroalimentaires en solutions aromatiques et caramel. Vous êtes basé près d'Amiens. Quelques précisions et quelques chiffres sur Metarome. Quelques chiffres, c'est une entreprise qui a 60 ans maintenant. Nous sommes présents sur les 5 continents avec 10 filiales. Le vaisseau amiral, effectivement, c'est la filiale française Metarome France qui comprend environ 150 collaborateurs. Nous avons environ 600 clients sur Metarome France. Nous exportons dans 70 pays à peu près. Nous achetons environ 1000 matières premières et nous développons tous les ans plus de 1500 nouveaux produits. Donc l'innovation et la nécessité d'aller de l'avant et le moteur de notre entreprise, c'est valable pour les autres filiales du groupe. Il faut savoir que dans le milieu de l'aromatique et du caramel, le dépôt de formule n'est pas possible. Donc, il faut innover pour avancer et rester présent sur les nouveaux marchés. Il faut aussi écouter toutes les tendances de la consommation, écouter comment les consommateurs du monde entier veulent manger, ce qu'ils veulent manger, comment ils veulent le manger, pour les accompagner sur ces changements. Et effectivement, quand on parle compétitivité, chez Metarome, ça passe forcément par l'innovation. Vous pouvez nous expliquer, c'est votre attente principale quant à cette Exactement. plateforme. Stratégiquement, et c'est surtout pas un élément de forfanterie de ma part, mais je dirais que si nous sommes encore là en tant que PME, sachant que nos gros concurrents sont principalement des groupes mondiaux qui font à la fois de la cosmétique, de la pharmacie, de la parfumerie et des arômes, si nous sommes encore là uniquement sur les arômes, dans le sucré et pour l'industrie agroalimentaire, c'est parce que nous arrivons à être un peu plus malins ou un peu plus intelligents que d'autres et à prendre les interstices. Pour faire ça, il faut avoir fait une révolution culturelle et se dire que l'intelligence n'est pas un acquis que l'on a dans l'entreprise, mais que c'est un processus, c'est un process collectif. Et que ce process, il peut se dégénérer, on va dire, il va se désagréger avec le temps, c'est naturel, mais qu'on peut le régénérer. Et la façon de le régénérer, c'est de s'ouvrir aux autres. C'est de participer à des réseaux, c'est de comprendre comment interagissent les autres acteurs d'un monde économique et d'essayer d'aller glaner des éléments qui vont motiver notre R&D, qui vont les interpeller, qui vont faire bouger nos équipes commerciales ou nos équipes de direction et qui vont nous amener à changer. Et donc, ce qu'on attend, nous, pour être compétitif et pour rester dans une logique d'innovation, c'est de participer à des dynamiques de réseau qui nous émoustillent, qui nous aiguillonnent, qui nous alimentent en information, en technologie et autres. Un tout petit exemple sur notre métier, il y a 5, 10 ans, 15 ans, pour vendre un arôme, nous parlions de goût, nous parlions de saveur, nous parlions d'organolepsie à nos clients. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, les arômes que nous vendons ont évidemment des éléments de saveur et de goût, c'est une évidence, mais pour pouvoir les commercialiser, il faut qu'ils apportent un critère technique. Nos arômes permettent par exemple de réduire la quantité de beurre qu'on va mettre dans un produit parce qu'ils vont apporter une note beurrée. Ils vont permettre de réduire la quantité de sel, la quantité de sucre. Sur certains éléments, puisqu'on parle beaucoup de protéines végétales ou animales, nos arômes vont par exemple encapsuler les notes négatives des protéines animales ou végétales. Généralement, c'est pas bon à manger, une protéine végétale seule. Donc, on va encapsuler les mauvaises odeurs et on va derrière amener un goût complémentaire. Donc, nous sommes maintenant sur des produits extrêmement techniques.
Et pour réussir à être bon sur le goût et bon sur la technique, on ne peut pas le faire seul. Il faut s'entourer d'universités, s'entourer d'instituts de recherche, s'entourer de partenaires techniques, technologiques. Nous en avons un certain nombre, mais il faut continuer de façon incessante à améliorer cet écosystème. C'est un travail infini, en fait. C'est un travail infini, c'est un travail passionnant, très positif, mais effectivement infini à nos yeux, oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on va chercher. Le deuxième élément d'intérêt pour être compétitif sur les plateformes, c'est plus largement d'amener du brassage. Le brassage, il vient par le fait que le territoire soit attractif et que nous arrivions à recruter et à amener des gens d'un peu partout, à profiter de savoir-faire de personnes qui sont arrivées sur Amiens ou qui sont arrivées dans la région, et ça jusqu'à maintenant, nous y arrivons. Et la deuxième chose, c'est de brasser en termes d'événements, en termes de nous éveiller, là encore, sur des tendances de consommation, des tendances de vie, des tendances de mouvement de société. Et donc, c'est de pouvoir participer à tout ce que nous propose notre environnement public, institutionnel. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on voit l'intérêt à la participation à ce type d'événements et de plateformes. Trouver les talents et les compétences en région pour être plus compétitif, voilà qui peut séduire les entreprises, hein, Antoine. Oui, tout à fait. La notion de compétitivité, c'est un élément clé également de la vocation de la plateforme, d'être en capacité, et c'est un petit peu ce que disait tout à l'heure Thierry, c'est pas simple aujourd'hui de chasser en meute, mais dans la philosophie qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment d'essayer d'identifier des besoins qui se regroupent pour pouvoir demain aller chercher peut-être des fournitures localement avec une échelle plus importante pour faire baisser les prix localement. Nous allons, dans quelques instants, reprendre quelques questions qui nous ont été adressées en direct. Mais avant ça, Antoine, que faut-il retenir de cette première table ronde ? Ce qu'il faut retenir de cette première table ronde, c'est effectivement des points assez clés que sont les ambitions de cette plateforme, la diversification, la relocalisation, le fait d'être en émulation permanente sur des recherches et des projets innovants. Donc, je reprends le terme de Damien, c'est ce brassage qui est nécessaire. On ne peut pas, et aujourd'hui on le sent bien, on ne peut plus travailler seul dans son coin. Travailler seul, ça va devenir très compliqué pour ceux qui perdurent dans cet objectif-là. On va essayer aussi, on en parlait tout à l'heure avec Romain et Isabelle qui vont intervenir par la suite, sur cette nécessité aussi d'acculturer les résistants. Il y a aujourd'hui des entreprises ou des dirigeants qui ont un mode de pensée qui ne s'ouvre pas encore aujourd'hui, mais il est nécessaire pour eux et pour leurs entreprises de s'ouvrir. C'est vraiment le monde de demain. On va découvrir donc les questions qui nous sont adressées en direct. Merci pour toutes ces interrogations. La plateforme a-t-elle pour vocation de mettre en lumière des appels à projets, Antoine ? Alors très simplement, oui. L'objectif, et on en est là, c'est qu'on va être en capacité à la fois de faire de la mise en relation, mais bien évidemment de diffuser autant que possible des appels à projets, des appels à la manifestation d'intérêt. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a encore identifié quelques appels à projets qui aujourd'hui sont diffusés sur d'autres réseaux comme LinkedIn aujourd'hui. L'objectif, va être d'identifier les appels à projets qui vont être à vocation avant tout locale, régionale, pour vraiment les mettre en lumière sur ce réseau régional. Parce qu'effectivement, parfois, on a des appels à projets qui sont plus à envergure nationale. Là, on va surtout essayer de mettre en avant ceux qui sont d'envergure régionale. Une question pour Metarom avec Damien. Avez-vous des difficultés pour trouver des fournisseurs sourcing de process de production ou matériel industriel ? Non. Alors non. Néanmoins, je le redis, nous sommes extrêmement curieux et nous sommes très ouverts. Donc, il est tout à fait possible de nous solliciter et nous accueillerons avec plaisir les propositions qui pourront être faites. Oui, ça semblait être une question intéressée. Je l'entends comme ça, mais c'est très très bien. Votre porte est ouverte. Une question pour Antoine maintenant. Comment allez-vous promouvoir cette plateforme pour qu'elle soit utilisée par tous les acteurs ? Par tous les acteurs, point. Elle était rédigée en même temps que je vous la lisais. Donc. Tout simplement déjà en organisant ce genre de manifestation. Donc ça, c'est le premier point. D'identifier ce que je vais appeler des ambassadeurs. Donc des gens qui croient en la solution et qui ont aussi une capacité de faire travailler leur propre réseau. Donc on a déjà des exemples autour de la table et ça, j'en suis vraiment très très heureux. Donc il y a déjà cette identification d'ambassadeurs et par la suite c'est vraiment d'être dans une forme de démonstration. Démonstration dans le sens où retour d'expérience, on avance
petit pas à petit pas, on montre qu'il y a un intérêt, que les gens qui s'inscrivent sur ce réseau et les entreprises qui viennent y chercher une compétence, y partager un besoin, sont satisfaits. Donc, on va aussi être très vigilant là-dessus sur le retour d'expérience des utilisateurs. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que ça va prendre ou pas, mais j'espère que ça va prendre, et c'est vraiment cette notion d'expérimentation que nous avons aujourd'hui, d'être dans cet objectif. On va se fixer des objectifs ambitieux pour 2022, 2023, et après on va essayer vraiment de bien mesurer notre impact en tout cas. Merci Antoine, vous allez rester à mes côtés. Nous allons passer à la deuxième partie. Merci beaucoup messieurs d'être intervenus. Je sais que vos agendas sont chargés, donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps. Nous allons donc passer à la deuxième partie avec nos nouveaux invités. C'est juste après le jingle. Et dans cette deuxième partie, nous allons nous concentrer sur la plateforme intelligente pour favoriser le matching entre offreurs et demandeurs de solutions. Et nous rejoignent sur scène Isabelle Normand, chargée d'innovation à l'ITEM, l'Institut technologique européen d'entrepreneuriat et de management, qui fait partie de l'École centrale de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Romain Godefroy, directeur général d'MFR Mobilier Martel Pro. Pendant que votre micro est désinfecté en direct. Merci, mademoiselle. En tout cas, soyez le bienvenu. On vous donnera la parole juste après. Toujours Antoine Macret et Cyril Voidet. Et dans quelques instants, nous serons également en duplex avec Philippe Pichol, directeur des opérations industrielles et supply chain de l'entreprise Insect. On en échangera avec lui un petit peu plus tard. Justement, mais non, on devait échanger avec lui, mais alors il n'est pas connecté tout de suite. Donc, on va passer à la séquence suivante. On va parler tout de suite avec Isabelle. Isabelle, c'est avec vous que nous allons parler innovation. Je le disais donc, vous faites partie de l'ITEM qui fait partie de l'École centrale de Lille. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'ITEM et revenir plus en détail sur le programme Booster PME lancé il y a 5 ans ? Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'étais ravie en fait de vous présenter donc ce programme, donc Booster PME, qui est né tout simplement d'un constat que aujourd'hui, pour innover, en fait, on avait besoin d'innover par l'action. Et en fait, ce qui nous intéressait, nous, à l'École centrale de Lille, et surtout avec les ITEM, donc qui sont des ingénieurs, managers, entrepreneurs, qui font à la fois l'école de commerce Schema Business School et l'École centrale de Lille. Donc, ils ont un profil hybride. Et donc, comment ces ingénieurs pouvaient être au service tout simplement des PME, puisque notre sujet, c'est d'apprendre à innover, de faire des projets, mais surtout d'être utile, d'être concret sur le territoire. Et donc, nous, on se retrouvait dans nos écoles, et vous savez que nos jeunes aujourd'hui sont de plus en plus dans l'envie d'avoir de l'impact, d'aider très concrètement. Et donc, le sujet, ça a été de dire, mais comment aujourd'hui on peut contribuer, nous, élèves ingénieurs, à aider les PME à innover. Et donc, d'où le programme Booster PME, innover par l'action. Et alors, comment ça se passe concrètement ? Alors, déjà, la genèse est intéressante de ce programme parce qu'on l'a fabriqué avec les PME, avec les écoles, donc notamment l'École centrale de Lille et l'ITEM, et également avec les acteurs de la région. Et on s'est dit, bon, chacun dans nos rôles, l'école, c'est l'école, l'entreprise, eh bien, effectivement, comment elle peut former des ingénieurs responsables capables de fabriquer des solutions responsables et innovantes, mais surtout être acteur de la réinvention du territoire. Donc, vous voyez, c'est supposé sortir de son école tout en étant vocation pédagogique. La PME, elle connaît les stages, elle connaît l'alternance, mais elle n'a pas cette capacité, vous voyez, à accueillir aujourd'hui des projets qui pourraient les aider au quotidien. Et donc, les acteurs du territoire, eux, rêvent que l'innovation se fasse. Et du coup, on a fait, dans le cadre de l'atelier d'innovation que j'ai animé dans le cadre de mon travail de chargé de hub d'innovation à Centrale, et on a fait émerger une solution, et ça a été Booster PME qu'on a testé tout de suite. Donc concrètement, nos élèves ingénieurs, on qualifie en fait les besoins d'innovation d'une entreprise. Qualifier, ça veut dire quel est le besoin de méthodologie d'innovation dont l'entreprise aurait besoin, et on équipe tout simplement la PME, nos ingénieurs de 2 à 4 élèves ingénieurs qui pendant 8 mois, à raison d'1 jour par semaine, vont
travailler avec l'équipe de l'entreprise pour innover en ayant un objectif pour nous, c'est 1, on fait le projet, 2, on amène une culture d'innovation adaptée à la PME et 3, ce qui nous intéresse, c'est que ça se développe et concrètement, ça puisse se faire. Et donc, on équipe notamment ce programme de coach d'innovation pour permettre cette capacité de résultat complètement pour les PME. Et alors, comment la plateforme qui nous réunit aujourd'hui s'intègre-t-elle dans ce programme? Alors nous, au mois d'août, on était super contents. On a vu arriver cette plateforme et on s'est dit, nous qui faisons en sorte d'essayer d'apprendre à nos étudiants comment on fait en sorte qu'une PME qui est très auto-centrée peut-être au départ, qui a besoin de travailler avec ses clients, qui a besoin de travailler avec ses fournisseurs, puisse à un moment se connecter et trouver finalement les partenaires qui seront ces partenaires qui vont innover. Donc nous, notre boulot à nous, c'est de leur montrer que pour innover, ces élèves ingénieurs, ils sont entre un état des lieux de départ de la PME qui est très peut-être auto-centrée et au fur et à mesure du programme, de leur trouver clients, partenaires, fournisseurs, lieux d'innovation de la région, parce que les entreprises, les PME surtout, se disent mais comment moi, je ne savais pas que je pouvais travailler avec Centrale Lille, vous voyez, en laboratoire de recherche. Donc nous, on est un petit peu les ambassadeurs qui connectons tout simplement ce réseau en fonction des thématiques, bien entendu, qui sont les nôtres. Auparavant, vous n'aviez pas de plateforme, je crois, pour Non. vous aider. Et donc, c'est pour ça que quand on a su que cette plateforme se mettait en œuvre, nous, on s'est dit, on teste. On a levé le doigt tout de suite. Et on s'est dit, voilà, on a 12 PME qu'on suit cette année. Eh bien, on va, en fonction, bien entendu, de leur degré, de leur culture d'innovation, je pense que quand on commence... quand on est en PME et qu'on n'est pas encore ouvert à des acteurs, eh bien, on y va progressivement. Et donc, c'est là où, tout doucement, on adapte tout simplement la capacité de travail en écosystème en fonction des thématiques. Je vais vous donner un exemple. Entre une PME qui, aujourd'hui, est en train de retravailler un écosystème pour retravailler une filière textile, on n'a pas le même sujet d'écosystème qu'une PME qui va commencer tout doucement à travailler sur un produit et auquel cas, il va aller chercher peut-être un fournisseur ou des clients pour travailler ensemble. Donc voilà le type de besoins qui seront donc très différents. Et alors, c'est pour qui est-ce que les chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui peuvent postuler pour la prochaine session? Il y en a une qui est déjà en cours, mais pour la suivante? Alors, non seulement ils peuvent postuler, mais en plus, nous, on ne s'arrête pas à l'ITEM. On s'est dit que ce programme qui avait été testé depuis 5 ans, on avait envie de l'ouvrir à d'autres écoles, de faire bénéficier de notre expérience, parce qu'on sait que tous les élèves, pas tous, mais un certain nombre d'élèves dans des écoles ont envie d'être très acteurs, très concrètement pour les PME. Et donc, quels que soient les secteurs et les sujets, ils sont tous avoir envie peut-être soit d'innover du domaine du textile, de l'aéronautique. Ils ont tous des rêves, ces étudiants. Et on a poussé le rêve au niveau de la plateforme réseau Hauts-de-France Business en disant, mais imaginez simplement qu'on ait 3 à 5% de nos élèves ingénieurs et commerce et design produits de ces écoles des Hauts-de-France qui innovent pour leur PME de la région. Voilà, ça c'est le rêve des Itémiens, que je salue d'ailleurs, ce qui nous regarde, et que leur expérience puisse se développer dans d'autres écoles. Donc nous, on est extrêmement ouverts et on va le présenter dans le cadre d'une soirée, puisqu'on a décroché l'organisation de la 2e tournée d'innovation Hauts-de-France, et on invite les dirigeants de PME qui sont intéressés de rencontrer nos 150 jeunes innovateurs, à la fois ceux qui ont travailler dans Booster, mais surtout aussi ceux qui ont innové, qui ont créé leurs entreprises avec des nouveaux modèles. Donc voilà, c'est l'invitation, elle est lancée. Retenez cette date, 7 avril 2022, 18h, 22h. Et voilà, c'est vraiment un partage et on pourra du coup échanger avec vous tous. Et si ça vous donne envie, intégrez Booster. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. Alors, on est vraiment sur un vrai projet collaboratif entre une institution de la région et la plateforme. C'est un de ses principaux objectifs. C'est un des objectifs, tout à fait. On est encore une fois dans cette notion de brassage, de mixité. On ne va pas forcément chercher qu'à mettre des entreprises en relation entre elles. On a effectivement besoin de faire aussi de la mise en relation entre des labos, des universités, avec le monde de l'entreprise. Il y a une mutation qui est en train de se faire aujourd'hui sur le terrain. Les élèves ingénieurs qui sont aujourd'hui en train de se former seront peut-être demain intéressés de travailler dans 2, 3, 4 entreprises en même temps. Je pense qu'il faut prévoir aussi cette mutation. Je pense que la plupart des dirigeants aujourd'hui ont en tête la volonté de fidéliser, d'avoir des collaborateurs qui se sentent bien dans l'entreprise. Je pense que c'est important, mais il faut aussi se
préparer à la suite. Est-ce que la suite va être la même chose qu'aujourd'hui? Je me pose la question et je pense qu'effectivement, il faut partir sur de l'expérimentation et voir réussir à capter les signaux faibles qui vont bien pour pouvoir correctement évoluer. Merci Antoine et Isabelle. On m'informe que depuis le début du live, il y a 16 nouvelles demandes d'inscription sur la plateforme. Merci en tout cas. Monsieur Pichol est connecté, ça y est, Philippe Pichol. Nous allons parler du fait de mettre en avant la diversité et le potentiel de la région Hauts-de-France. Bonsoir Dorothée. Oui, bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Ça y est, on a réglé le petit souci technique. Vous êtes Chief Operations Officer, COO de l'entreprise Insect, une entreprise française spécialisée dans l'élevage d'insectes et leur transformation à destination des animaux domestiques et d'élevage. Voilà, c'est assez peu courant. Une solution écologique et saine pour répondre à la demande mondiale croissante de consommation de protéines. Vous allez voir, c'est une vraie success story pour Insect. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement de quoi il s'agit et le lien avec Amiens et la région Hauts-de-France? Alors, brièvement, Insect est une start-up qui a 10 ans, que moi j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Elle a été fondée par 4 Français, c'est une entreprise française qui n'est plus vraiment une start-up puisqu'on est maintenant à peu près 250 personnes. C'est parti d'un rêve un peu fou de la part des 4 fondateurs qui voulaient nourrir le monde à partir des insectes. Donc, ils ne savaient pas quel insecte, donc ils ont pris pas mal de temps pour sélectionner un insecte. Des produits qu'on pouvait transformer. Et sachez que la connexion d'abord avec la zone d'Amiens, c'est que les premiers essais pour mettre en place le process de transformation ont été faits à Amiens, il y a maintenant 6 ou 7 ans. Et donc, c'est la première connexion. La deuxième connexion, comme vous le voyez, c'est cette usine gigantesque qui est en train d'être construite et qui démarre l'année prochaine, qui emploiera à peu près 120 personnes. Et qui produira à peu près 100 000 tonnes d'ingrédients confondus, tous ingrédients confondus. Vous voyez que cette start-up, quand on commence et qu'on fait plusieurs levées, on finit par arriver à plusieurs millions et nous, c'est plusieurs centaines de millions. Donc, en fait, l'intérêt des investisseurs est là. Nous sommes en train de préparer donc, le démarrage de cette usine à Amiens qui s'appelle Infarm, et qui sera la plus grande ferme verticale du monde, puisqu'on peut la voir d'assez loin, puisqu'elle fait 36 mètres de haut.
avec beaucoup de technologies à l'intérieur, hein, puisque c'est 1 milliard de data points qui sont connectés tous les jours. Et puis, on note la durabilité de la supply chain qu'on est en train de construire, puisque en fait, on crée une chaîne de valeur qui est négative d'un point de vue empreinte CO2 quand on la compare. On ne va pas dire qu'on réduit l'empreinte CO2 du monde, mais on réduit l'empreinte CO2 de l'industrie. C'est-à-dire que si vous comparez nos produits par rapport, pour nourrir des saumons ou des truites d'élevage, par rapport aux produits habituels qui sont tous faits à partir de poissons ou d'animaux, on a une empreinte CO2 qui est négative. On produit également des engrais avec les déjections des insectes. Ces engrais sont agréés pour l'agriculture bio et sont achetés d'ores et déjà par différentes entreprises qui le mettent dans le commerce, soit pour des plantations de vignes ou soit pour les individus, puisqu'on a certaines marques qui sont vendues en distribution spécialisée, qui sont produites à base d'insectes. Merci Philippe pour cette présentation. C'est absolument passionnant, hein. C'est vrai que, et puis quand on parle de plusieurs centaines de millions de levées de fonds, quand je parlais de success story, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai vu sur votre site une vidéo avec la star mondiale, star américaine, Robert Downey Jr. qui vantait vos produits. Oui. C'est un de nos investisseurs. Oui, ah ben voilà. Il a un fonds d'investissement et il croit beaucoup aux produits et il nous soutient depuis maintenant 2 ans. Alors, vous le disiez, votre unité de production va démarrer l'année prochaine près d'Amiens. Quelles sont vos attentes vis-à-vis d'une plateforme comme le Réseau de France Business? On imagine peut-être qu'elle va vous permettre de régler des problèmes qui ne seraient pas identifiés à ce jour, hein, forcément, quand on démarre un énorme projet comme ça. Oui, on peut dire ça, Dorothée. On est en train de démarrer une usine qui, si vous deviez la comparer par rapport à un élevage de poulets, qui va faire sous le même toit, depuis la production des œufs jusqu'à la production d'escalopes panées, sous le même toit. Donc, on est en train de créer quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs à cette échelle. Et donc, c'est vrai que nous sommes en train de créer quelque chose qui nous fait découvrir progressivement des sujets qu'on n'avait pas anticipés. Par exemple, on sait que nos produits vont être achetés par des industriels qui vont créer un marché. On a des gros clients dans le pet food, hein, pour la nourriture des chiens et des chats, qui vont créer un marché et qui vont progressivement changer leurs besoins, puisque ce marché part d'une page blanche, ce qui va nous faire probablement mettre en œuvre des choses qu'on n'a pas encore complètement comprises, puisqu'on va découvrir le besoin du marché, la saisonnalité, on va découvrir quelle sera la méthode d'alimentation des usines de nos clients. Et donc, ça, c'est en cours de développement et c'est un exemple qui va nous faire probablement mettre en place une supply chain basée depuis Amiens et qui ira servir des clients un peu partout dans le monde. Et puis, on peut imaginer aussi des besoins de partenariat avec des usines du Nord. Oui. Alors, nous sommes en partenariat déjà avec une coopérative agricole qui s'appelle Noriap, qui est basée à Amiens et qui est notre partenaire principal pour la fourniture des matières premières pour alimenter nos insectes. Donc, ils vont même opérer une petite installation sur notre site pour faire la réception, le stockage et l'alimentation de nos installations automatisées. Antoine, j'imagine que c'est plus que motivant de voir un acteur comme Insect faire partie de ce projet de plateforme. Tout à fait. Pour nous, c'est effectivement l'exemple d'une start-up devenue grande aujourd'hui qui potentiellement, à travers la plateforme, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, exploiter autant que possible le potentiel régional pour être vraiment en capacité de réagir vite quand un besoin se distingue, quand on rencontre une problématique, que ce soit sur de la technologie, de la technique ou parfois de la prestation de service, qui est vraiment un service via la plateforme qui puisse leur faire gagner du temps. On va passer à un nouveau sondage, cette fois à nouveau sur Bicast. Prenez vos téléphones et on va voir la question s'afficher dans quelques instants. Quels sont les apports que vous pouvez avoir sur Réseau de France Business? Plusieurs réponses sont possibles. Tout d'abord, actualité de votre entreprise ou de votre organisme. Diffuser des appels à projets, alimenter la veille collaborative,
apporter des compétences, partager des retours d'expérience, développer l'innovation avec des acteurs régionaux ou encore animer une communauté ou un club. Vous avez quelques secondes pour répondre à ce sondage et on verra ensuite les réponses s'afficher en direct. Plusieurs réponses possibles, hein, je le disais. N'hésitez pas, c'est aussi tout l'intérêt de ce rendez-vous d'être le plus interactif possible et on voit le pourcentage qui évolue en direct en même temps que vos votes. Et la réponse principale serait d'apporter des compétences. Vous êtes plus de 50% à le proposer, le prévoir. Également, actualité de votre entreprise, alimenter la veille collaborative. Et puis beaucoup aussi développer l'innovation avec des acteurs régionaux. Vous voulez réagir, Antoine? Ce qu'on voit là, c'est finalement rassurant. C'est-à-dire que les attentes, elles sont diverses. Il n'y a pas une attente en particulier et c'est un petit peu l'objectif de la solution, c'est de répondre à divers besoins, mais surtout de les centraliser. C'est vraiment toute la problématique qu'on observe de plus en plus. On a diverses initiatives qui parfois traitent une thématique donnée. Là, l'objectif, c'est que la solution regroupe plusieurs thématiques, que ce soit à travers la solution Réseau de France Business, mais aussi avec l'agrégation d'autres solutions déjà existantes. On a une question qui nous parvient en direct. Existe-t-il un lien entre Réseau de France Business et d'autres plateformes préexistantes? On a déjà un petit peu abordé le sujet auparavant. Alors, des liens, aujourd'hui, il en existe dans les échanges. On est en train de travailler sur la partie technique pour justement savoir de quelle manière on va afficher les solutions existantes tout simplement sur la plateforme en fonction des besoins exprimés et de ce qu'on recherche sur la plateforme. Si la plateforme ne présente pas la réponse en direct par rapport aux personnes qui seront présentes sur la plateforme, c'est d'être en capacité de renvoyer vers une autre solution qui existe déjà. Donc, on est en train de travailler sur ce sujet-là. On a déjà identifié quelques sujets là-dessus. Tout à l'heure, Cyril parlait de Boost French Fab qui est porté en partie par le CETIM. On travaille avec le CETIM justement pour que la solution portée par le Boost French Fab soit un complément de ce qui se passera sur RHFB. Alors, nous avons déjà vu une grande partie des objectifs et des atouts de la plateforme. Avec notre dernier invité, nous allons revenir sur tout ce qui concerne le travail collaboratif en mode projet et le regroupement des synergies. Rebonsoir Romain Godefroy, je me tourne vers vous, je fais un demi-tour. Vous êtes directeur général d'MFR Mobilier Martel Pro, une entreprise familiale qui possède également la librairie Martel, qui est une institution ici à Amiens. Vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc pouvez-vous nous présenter ces différents cœurs de métier? Bonsoir Dorothée, effectivement. Donc, pour resituer un petit peu, moi je suis ingénieur en mécanique à la base et j'ai travaillé pendant 10 ans à l'étranger. Je suis revenu en France il y a à peu près 4 ans et demi avec plein d'idées en ayant travaillé dans des grands groupes français à l'étranger. Et aujourd'hui, je reprends l'entreprise familiale qui comprend effectivement la librairie Martel que certains d'entre vous doivent connaître. Et ce groupe familial aujourd'hui, c'est 70 personnes. Donc, le navire amiral reste la librairie Martel. Et je dirais que le gros développement depuis 4 ans se fait sur la partie pro, qu'on a renommée Martel Pro, et qui s'adresse aux professionnels, donc en B2B, sur la partie fourniture de bureau, mobilier scolaire. C'est 15 personnes. C'est sur un secteur qui est assez compétitif. Un secteur où il y a pas mal de monde, mais une entreprise comme la nôtre a réussi à décrocher des gros marchés publics, notamment la région Île-de-France avec tous les lycées. Donc tous les lycées de l'Île-de-France sont approvisionnés depuis Amiens, avec une grosse partie de la production qui est revenue en France. Donc le mobilier des lycées d'Île-de-France, voilà, c'est ça? Les tables, les chaises, tout ça, ça vient de chez nous. Les pupitres, non, ça n'existe plus, non, ça. Non, ça n'existe plus. La mairie de Paris aussi. Toutes les écoles maternelles de la mairie de Paris, donc 450 écoles, c'est fourni depuis Amiens. Donc, impressionnant. Oui. Ah ouais. Sur la fourniture de bureau, on est avec une coopérative, le groupe Alcor. Donc c'est des indépendants comme nous qui se mettent ensemble pour avoir une force de frappe pour répondre à des grands projets. Et notamment, le groupe Alcor a la fourniture de bureau, par exemple, du ministère de la Défense. Donc c'est un groupe d'indépendants
qui fournit en fourniture de bureau tous les bureaux du ministère des Armées. Et puis sur la partie mobilier de bureau, on fait du mobilier de bureau. En tout cas, des Voilà. marchés publics assez impressionnants. Tout à fait. Vous êtes assez agile également. Vous m'avez raconté quand on a préparé cette interview que durant la crise du Covid de 2020, vous avez un peu innové dans vos process. Vous êtes, par exemple, allié avec des petits indépendants de la région pour notamment fournir des gels et des masques à vos clients. Donc, ce qui n'est pas du tout votre cœur de métier. Comment ça s'est passé ? Non. Sur la partie fourniture de bureau, on fait un peu comme tous les nationaux, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu d'hygiène pour l'entreprise. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'avec une de nos entreprises qui fait de la déco, du loisir et du beaux-arts, eh ben, en fait, ils avaient un fournisseur en Belgique qui avait des masques. Donc, moi, j'ai envoyé mes camions chercher des masques au moment où on n'en avait pas. Avec une distillerie du coin, on a fait de la solution hydroalcoolique. Avec un menuisier de mobilier de bureau, on a fait des plexis pour les banques et autres concessions automobiles. Donc oui, on a été assez agile et en fait, on s'est jamais arrêté pendant la crise et on a. Vous continuez du coup, ça fait partie de vos nouveaux marchés. Depuis, on a continué. Oui, on a continué. Ce que je veux dire, c'est que pendant la crise, effectivement, on n'a pas arrêté de travailler, mais par contre, on n'a pas fait de mobilier scolaire, on n'a pas fait de mobilier de bureau, mais on a fait d'autres choses qui étaient bien utiles aux entreprises. Et du coup, ce principe de communauté régionale, c'est une de vos attentes par rapport à la plateforme ? Ah oui, vous l'aurez compris, moi je suis quelqu'un qui ferme pas beaucoup de portes. Donc effectivement, quand Antoine a commencé à parler de ce projet-là, ça a tout de suite résonné. Moi, j'aime le collaboratif, j'aime l'innovation. On a réussi avec Hauts-de-France et BPI Innovation à innover dans le mobilier, donc ce qui n'était pas forcément donné il y a 4 ans. Mais on a innové, on a fait des prototypes d'une classe où le mobilier serait adapté aux enfants autistes. Et donc ce projet-là est en cours, ça a été financé, les prototypes sont là et les repreneurs du site d'Ageco, donc Mobidécor, vont avec nous industrialiser ce prototype et on va, pour le coup, partager les gains et distribuer ça au national. Et alors, vous me disiez aussi qu'il y a de très beaux projets qui arrivent dans les 2 à 10 ans et que vraiment, il faut regrouper un petit peu les forces en région. Oui, on ne soupçonne pas forcément les PME de 15 personnes d'être capables de pouvoir fournir la mairie de Paris, de pouvoir faire des projets au national. Et effectivement, une plateforme comme celle-là pourrait lancer les appels à projets. Je vais prendre le Canal Seine-Nord, je vais prendre d'autres projets comme ça. S'ils sont lancés sur la plateforme, qui a des définitions de besoins, je pense que les entreprises des Hauts-de-France PME comme nous peuvent créer des clusters, peuvent créer des petits réseaux pour pouvoir peut-être apporter des solutions intégrées à ces projets-là. Donc moi, je fais partie de pas mal de clubs, beaucoup de clubs même, notamment un petit club d'entrepreneurs qui s'appelle la Task Force. Et en fait, on essaye de fournir sur certains sujets des solutions clés en main avec différentes entreprises. Donc, on va créer notre petite sphère sur Réseau Hauts-de-France et puis on sera en tout cas moteur pour faire adhérer les entreprises qui sont dans nos clubs et puis pour faire vivre cette plateforme parce que plus on sera nombreux, plus ça va marcher. Donc, Romain, ce type de message doit vous plaire. Antoine, pardon. Oui, ça me plaît, mais c'est surtout, encore une fois, dans l'esprit qu'on a construit cette plateforme et qu'on essaie de la déployer. Romain a effectivement très bien saisi les ambitions et il est un des ambassadeurs que j'ai nommé tout à l'heure. Donc, c'est aujourd'hui vraiment comme cela qu'on va réussir à déployer et à faire en sorte que le développement et l'intégration de la solution dans les entreprises va se faire, c'est à partir de témoignages comme cela. C'est vraiment pas une volonté de vouloir dire la solution elle est belle, allez-y, adoptez-la. La solution, elle a été pensée et réfléchie avec des dirigeants d'entreprise. C'est aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui de s'exprimer sur son utilité. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent avec nous depuis le Quai d'Innovation. Merci Philippe également qui était connecté à distance, ainsi que Cyril. Antoine, vous allez rester avec moi pour la conclusion. On se retrouve juste après le jingle.
Antoine, vous allez avoir le mot de la fin, mais juste avant cela, nous souhaitions vous poser une dernière question à vous qui nous suivez. Pour y répondre, ça se passe sur votre téléphone avec Bicast. Souhaitez-vous adhérer à la plateforme Réseau de France Business, oui ou non? C'est la question qu'on vous pose. Vous avez quelques secondes pour répondre. Forcément, Antoine est impatient de voir le résultat. À nouveau, hein, vous pouvez flasher le QR code pour répondre en direct. Et on pourra ensuite voir si vous avez convaincu un grand nombre, on espère, de spectateurs aujourd'hui qui nous regardaient depuis le Quai d'Innovation à Amiens, mais également en direct live. Je pense que les intervenants étaient de suffisante qualité, voire de qualité exceptionnelle, pour avoir été incitatifs et avoir persuadé les entreprises de s'y inscrire. Mais après, ce sont les chiffres qui vont parler. Hein, Est-ce qu'on peut avoir le retour du sondage? On ne le voit pas pour le moment. Ils ne veulent pas l'afficher parce qu'il y a trop de... On va le voir dans quelques instants. Alors, comment ça se passe si on veut s'inscrire, Antoine? Alors, assez simplement, l'objectif, il est de faciliter la vie aux entreprises. Donc, en se connectant sur la plateforme, on va peut-être avoir l'adresse internet qui va s'afficher. Donc, c'est réseaudefrancebusiness.com où on s'inscrit tout simplement pour manifester son intention et sa volonté d'être référencé sur la plateforme. Une fois qu'on s'est préinscrit, je dirais, on va recevoir un message avec un lien sur lequel il faudra cliquer et à partir de là, on va créer son profil utilisateur de manière très, très simple. Pour l'instant, on n'a pas eu de retour en disant que ça paraissait compliqué. En tout cas, si ça l'est, il faut nous le dire pour qu'on fasse bien évidemment évoluer tout cela. Voilà, donc c'est assez simple. Ça rigole beaucoup dans mon oreillette en régie, alors je ne sais pas, on n'a pas trop... Si, ça y est, on a le sondage. Ça y est. Et oui, 100% de oui. C'est presque louche, mais non, tant mieux. Tant mieux. Je pense qu'ils n'ont même pas pu retoucher parce qu'à mon avis, c'est l'outil qui parle, donc tant mieux, effectivement. Voilà, et tant mieux. Oui, c'était pas oui ou non, c'était oui, je fonce et j'en parle autour de moi. J'ai besoin de compléments d'information ou je suis encore en réflexion. Et tout le monde fonce. Voilà une bonne nouvelle. On a vu comment s'inscrire. Pour conclure, Antoine, quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui au public de RRI ? Alors, le dernier message va être assez simple, c'est que pour moi, il fallait avoir en tête quelques notions fortes de ce qui ressort de cette plateforme et je voudrais parler de force de cette solution. Alors, dans force, il y a le F pour favoriser la relocalisation. C'est un acronyme. C'est un acronyme. Non, comment appelle-t-on ça? Vous savez, on peut dire acronyme. Non, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. En tout cas, oui. le F pour favoriser la relocalisation, le O pour optimiser la diversification, le R pour repérer les solutions innovantes, le C pour chasser en meute via le travail collaboratif, le E pour exploiter le potentiel de notre région et le S pour susciter la compétitivité. Donc c'est effectivement un bref résumé de nos forces, mais aussi de ce qui s'est dit ce soir à travers cet acronyme. Non, c'est pas un acronyme. Vous savez, une poésie qui commence. Quel est le nom? Aidez-moi. Un acrostiche. Merci beaucoup. Merci. Et donc pour finir, donc après avoir eu cet acrostiche, il est pour moi important de garder en tête quels sont les facteurs clés de notre réussite de ce déploiement. Ce sont des facteurs collectifs. Donc, il est bien évidemment nécessaire d'organiser un réseau d'animation, c'est-à-dire que HDFiD ne pourra pas le faire seul. On a déjà des entreprises autour de nous, ambassadrices de la solution, mais il ne faut vraiment pas que ça s'arrête là. On a besoin d'avoir à la fois des entreprises, mais aussi des structures d'accompagnement en région qui nous prêtent main forte. Donc, on a déjà quelques-unes de ces structures-là qui nous prêtent main forte et c'est tant mieux. Donc, on espère vraiment pour 2022 que ça continue. Il est nécessaire d'engendrer un effet masse. Alors, quand je dis effet masse, c'est qu'il y ait demain une quantité suffisamment importante d'utilisateurs de la plateforme pour que la notion de matching puisse présenter son intérêt et qu'il y ait vraiment des synergies qui se créent. Et, le micro bien devant votre... Pardon. Et pour être un petit peu chauvin, c'est de se dire que à travers ce projet et cette expérimentation, pourquoi pas être la région pionnière de l'organisation en mode 4.0, non pas seulement dans les outils de production, mais également dans l'organisation. Merci Antoine. Alors, je crois que Cyril, qui est connecté avec nous, voulait rebondir sur les modes d'inscription.
Oui, ben, très facile, hein. De toute façon, il y a la possibilité d'accès sur le site web, par la modalité aussi de notre du LinkedIn Réseau de France Business. Et ensuite, donc c'est très simple, hein. Une fois que vous êtes inscrit, vous recevez en fait une notification par email qui vous permet de confirmer l'adhésion, d'obtenir son login mot de passe. À la suite de ça, vous êtes onboardé par la plateforme, donc vous êtes accompagné par la plateforme qui vous explique comment l'utiliser. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à consulter et démarrer l'entraide, la collaboration au sein de Réseau de France Business. En tout cas, ravi de cet événement et de cette organisation. Merci beaucoup Cyril, merci Antoine. C'est ainsi que se termine notre rendez-vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous accompagner. Merci également à tous nos intervenants de qualité qui étaient exceptionnels, on peut le dire, sur place ou en duplex. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cet événement hybride, ainsi qu'à l'agence Potion Magique avec notamment Elodie. Et évidemment, merci à l'équipe d'HDFID qui a conçu cette session. Je pense notamment à Antoine, à Thierry, à Benjamin et à Franck. Nous espérons avoir pu répondre à toutes vos interrogations sur cette plateforme et surtout vous avoir donné envie de la rejoindre. Sachez que cette émission sera en replay très prochainement et en attendant, vous pouvez continuer à suivre le programme DRRI. Prochain rendez-vous dès demain à 9h pour parler santé et nutrition à l'ère des nouvelles technologies. J'ai gardé ma voix jusqu'au bout, ce qui n'était pas gagné. En tout cas, merci à tous. Passez une très belle soirée et à bientôt.